Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. Le 30 juin dernier, le Gabon connaissait un renversement du président Ali Bongo, fait qui serait plus ou moins passé inaperçu au regard de la forme et des conditions de la suite de ce mouvement. Mais il se trouve que ce mouvement est intervenu après une longue série de coups d'État ou de renversements apparus en Afrique, essentiellement en Afrique francophone. Occasion pour nous et nos panélistes d'échanger sur ce concept et sur les relents, davantage sur les perspectives de cette période qui semble transitoire pour apprécier le concept qui est de plus en plus mis en vogue en Afrique. Pour cela, nous échangeons concrètement avec le docteur, déjà à ma gauche, le docteur Edouard Yogo, géostratège, consultant et promoteur du cabinet du bureau d'études stratégiques, le BESTRAT. Le BESTRAT. À ma droite, le docteur Bekombo, très familier de nos plateaux, juriste et diplomate, entre autres casquettes. Et puis le docteur Jacques Koukam, qui est philosophe, spécialiste des questions d'éthique politique. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'échanger avec nous sur cette question actuelle et surtout actuelle des coups d'État en Afrique, à l'aune de la thématique l'Afrique, la France et les coups d'État. Alors, pour situer les téléspectateurs sur cette question, nous entrons avec le docteur Yogo sur la notion de coup d'État. On entend souvent, docteur Yogo, parler de renversement, de coup d'État, de putsch. Pouvez-nous nous situer sur l'entendement réel de ces trois notions? Merci. Avant de vous répondre, je viens d'abord civilité d'usage, en vous remerciant pour l'invitation et en remerciant également mes copanélistes pour leur amitié et aussi pour leur accueil chaleureux. Je voudrais dire qu'il ne faut pas créer d'amalgame dans les esprits lorsqu'on parle de tous ces concepts, parce que multiplier les concepts peut parfois nous éloigner de la vérité. Vous avez dit coup d'État, vous avez dit putsch, vous avez dit renversement. Il faut déjà dire que les deux premières notions renvoient au renversement. Le coup d'État, c'est le renversement brutal du pouvoir par une personne, par un personnel du gouvernement ou par des autorités militaires qui sont investis d'une autorité, en fait. C'est-à-dire c'est le renversement brutal du pouvoir par une autorité investie du pouvoir. Et donc, ce renversement, lorsqu'il s'opère par le personnel gouvernant ou un membre du personnel gouvernant, on parle en général de coup d'État. Mais lorsqu'il s'opère par un personnel militaire, l'armée, en général, on qualifie cela de putsch. Et donc le putsch, c'est le coup d'État militaire. Et les deux, forcément, renvoient donc au renversement brutal. C'est-à-dire que c'est un renversement qui opère ici à travers la violence, quels que soient les deux cas. Et donc, la distinction s'opère au niveau du directoire du coup d'État. C'est à partir de là qu'on peut faire le distinguo entre le coup d'État simple et le putsch, qui sera donc un coup d'État militaire. Merci, docteur Yogo. Je reviens vers vous immédiatement pour comprendre un peu le mode opératoire des différents renversements qui ont été opérés en Afrique centrale, dans le cas du Gabon et dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Bien, le mode opératoire d'un coup d'État, il est très classique. D'abord, il faut savoir que le coup d'État se prépare dans le secret. Il y a le secret dans l'organisation et dans la préparation. Ensuite, il y a donc la mise en place d'une stratégie de poliorcétique, c'est-à-dire qu'il faut prendre les points sensibles et stratégiques de la capitale. Les organes centraux doivent être contrôlés. Le palais, par exemple, doit être assiégé. La communication, les institutions de communication officielles doivent être assiégées. Les emblèmes de l'État doivent aussi être sous le contrôle et pris d'assaut par les auteurs du coup d'État. Il y a l'arrestation des anciens gouvernants, qui est fondamental, parce qu'il ne faut pas laisser que ceux-ci puissent développer leur réseau, leur action réticulaire. Il ne faut pas que ceux-ci puissent disposer de la capacité de réagir, parce que le coup d'État renvoie aussi à une autre réaction, et que cette réaction-là peut être détenue par ceux qui avaient le pouvoir. Il faut suspendre la Constitution. La suspension de la Constitution met fin au règne du droit et proclame une nouvelle autorité qui est donc investie de pouvoir que celle-ci aura défini plus tard. Il faut fermer les frontières.
la fermeture des frontières justement pour affirmer d'abord le passage, la transition vers une nouvelle souveraineté, le temps que celle-ci puisse être diffusée dans l'ensemble du territoire. Et enfin, il faut légitimer ce coup d'État à travers la reconnaissance des conventions internationales, ce qui est fondamental lorsque vous le faites. La légitimation du coup d'État, donc, par exemple, vous avez vu dans le cadre du Gabon, qui est le dernier coup d'État que nous avons, permet à ce que celui-ci puisse continuer à recevoir le personnel diplomatique étranger. Et donc, ça permet, en fait, parce que là, il faut chercher la légitimation non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. À l'intérieur, cette légitimation s'opère par la qualité des décisions qui vont être prises et qui, généralement, s'appuient sur les besoins populaires fondamentaux. Dans le cas précis du Gabon, c'est la question des retraités, je crois, qui a été mise en exergue pour le moment. Et en ce moment, ils sont en train de vouloir faire un nettoyage sur tous ceux qui ont eu à utiliser l'argent public. Voilà, grosso modo, et en quelques lignes, de manière synthétique aussi, ce que je peux dire sur la mécanique opérationnelle des coups d'État. Alors, docteur Bokombo, le docteur Yogo évoquait tout à l'heure le contexte international, enfin, le cadre international qui peut être favorable ou non à un coup d'État dans le cas de la légitimation de ce dernier. Un mot sur le cadre international d'appréciation des coups d'État en Afrique. On a eu l'impression qu'il y avait une indignation sélective face à l'un ou l'autre mouvement de renversement. Oui, merci. Je vais passer la parole, mon cher Fabrice. Oui, à la suite du docteur Yogo, je vais dire qu'effectivement, sur cet aspect, vous avez utilisé le bon mot, c'est-à-dire qu'une indignation sélective. L'espace international est structuré d'acteurs qui se comportent dans cet espace de manière rationnelle. Et à partir de ce principe de la rationalité de leur comportement, on comprend quelle est la posture de chaque acteur vis-à-vis d'une situation. Il réagit en tenant compte de ses intérêts exclusivement. Donc, vous n'allez pas faire en sorte qu'une puissance réagisse à un coup d'État où il a peut-être 60 ou 70% de part de marché, de la même façon qu'une autre puissance qui, sur cet espace-là, n'a peut-être pas de part de marché ou alors envisage avoir des parts de marché avec des hommes d'affaires peut-être qui sont à la tête d'un coup d'État qu'ils ont fait. Pour coller à l'actualité récente, pour que ça ne reste pas trop théorique, vous voyez bien qu'il y a au-delà de cet aspect économique d'intérêt, il y a aussi quelque chose qui est très important de nos jours, c'est l'image, le rapport à l'image. Vous savez très bien que la société, on a au-delà de la société internationale, on parle de communauté internationale aujourd'hui. Donc les réactions des uns et des autres vis-à-vis d'un certain nombre de comportements anti-société internationale, c'est-à-dire contre les valeurs de cette société internationale, sont scrutées. On fait attention aux éléments de langage qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on condamne, mais avec des réserves ailleurs. On condamne de manière ferme quand on se rend compte effectivement c'est un président qui avait un mandat en cours, dont on a interrompu le mandat brutalement. En général, on est porté à condamner parce que ce n'est pas, disons-le, c'est contre les bonnes mœurs, c'est la coutume internationale. Mais quand on est dans une situation où il y a eu un coup d'État à la suite d'une contestation électorale, c'est plus sain de condamner de manière prudente. Parce qu'effectivement, on n'est pas très sûr que les élections étaient transparentes et ainsi de suite. Donc on condamne de manière prudente. Dans d'autres circonstances où on se rend compte qu'effectivement le coup d'État a été fait et que de suite c'est une revendication contre le néocolonialisme d'une puissance particulière, cette puissance est amenée à entrer dans une relation de conflit avec les nouveaux maîtres du lieu, parce qu'effectivement ces nouveaux maîtres-là se font les porte-étendards de la défense du néocolonialisme. Vous voyez que les réactions sont donc variées, diverses, au vu de ce qui arrive dans chaque coup d'État. Et vous voyez qu'il y a la réaction de ceux qui sont directement concernés par le coup d'État parce qu'ils sont l'ancienne puissance colonisatrice ou alors l'ancien tuteur de l'espace. Il y a la réaction de ceux qui ont des propensions à vouloir investir les lieux. Vous voyez très bien qu'ils sont très favorables à ce que l'équilibre soit changé parce que ça ouvre le marché pour eux. Donc on voit très bien la description que je fais sans nommer
sans mettre un nom de manière claire sur tel État ou tel État, mais les jeux, ça participe dans l'ordre du jeu international et de l'espace international. Contrairement à ce que beaucoup d'analystes peuvent dire que c'est pas sain ou alors c'est pas sérieux ou c'est contre-valeur, non, c'est effectivement comme ça que la société internationale est organisée. C'est une société internationale où les intérêts, les alliances et les positionnements varient selon différents types de situations. Dans le même temps, on observe également que ce sont toujours les mêmes puissances ou alors les mêmes États qui condamnent ou alors adoubent l'une l'autre situation. On a l'impression qu'il y a une communauté internationale fondée sur il y a une communauté de gendarmes internationaux qui sont censés encadrer l'action des États, promouvoir un certain nombre de valeurs au nom de la communauté internationale. Il y a d'autres qui sont souvent très silencieux, mais plus ou moins qu'on taxe d'influents dans l'ombre. Non, l'impression, c'est une impression. Nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Oui. Et nous parlons aussi du Gabon. Rappelons tout de suite que ça fait partie de ce que Antoine Glaser et certains journalistes appellent le précaré français. Donc il est clair que la France a des intérêts très importants sur cet espace et que effectivement, ce qui s'y passe, la France a des intérêts parce qu'il y a un outil militaire, monétaire et culturel au soutien de la présence du précaré français, au soutien du maintien de ces États-là dans le précaré français. Même si la notion de précaré est évanescente aujourd'hui, elle ne manque pas de pertinence pour analyser la situation actuelle. Quel qu'en soit l'état, quelque chose qui se passe dans un espace où la France a des outils militaires, culturels et monétaires intéresse la France au premier chef. Donc vous comprenez que la réaction et les attitudes de la France ne sont que c'est normal parce que cette France-là réagisse à ce qui se passe dans cet espace. C'est l'inverse qui serait anormal. L'inverse serait anormal. Maintenant, à côté de cette France qui a ce précaré à préserver, parce qu'il est question du ranking en termes de puissance au niveau international. C'est très important d'avoir cette analyse-là. Ce qui se passe intéresse la France au premier chef. Ce qui se passe intéresse d'autres puissances qui voient en l'Afrique, parce que toutes les études le démontrent, le développement, les minéraux et ainsi de suite, c'est le continent africain, c'est le continent de demain. Même la démographie. Donc il y a même la démographie, voilà. Beaucoup d'éléments d'ailleurs. Et il y a donc d'autres puissances qui regardent ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Puis il y a d'autres puissances qui font, il faut parler de manière triviale, la cour à l'Afrique. Vous voyez qu'il y a désormais des sommets entre des pays particuliers et tout le continent africain, sans tenir compte de l'allégeance sociologique de ces pays-là. Vous avez, avant, il y avait des rencontres entre la France et les pays africains, essentiellement francophones. Vous voyez que la France a ouvert ses rencontres avec les pays africains qui sont lusophones, qui sont anglophones. Et vous voyez que d'autres pays qui ne parlent ni le français, l'anglais ou l'allemand reçoivent les pays africains, alors qu'il y a une barrière de la langue très criarde, mais ils reçoivent les pays africains pour se positionner comme puissance. Donc c'est tout ce jeu qui importe dans la prise de position de ces acteurs-là, dans le fait que vous voyez plus certains acteurs que d'autres dans ces questions particulières. Vous allez sûrement me demander pourquoi vous ne voyez pas l'Allemagne, pourquoi vous ne voyez pas certains autres pays qui effectivement sont... La raison, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont concernés au premier chef et d'autres qui sont concernés parce qu'ils sont dans l'antichambre pour attendre de prendre la position. Un bon moment. Alors, docteur Jacques Koukam, sur les raisons, alors les motivations des coups d'État, comment comprendre cette résurgence des coups d'État en Afrique selon vous? Je pense que, à la suite de Edouard et de Claude, je pense que faut tout simplement se dire que les temps changent, les temps évoluent, les générations changent surtout. Je me souviens d'un ami qui, dans un entretien à Yaoundé 1, quand on parlait de la relation France-Afrique, avait dit dans son propos qu'il ne se sentait pas concerné par le passif qui est entre la France et l'Afrique. Et du coup, il ne se voyait pas comme un subordonné par rapport à la France, comme quelqu'un qui devait recevoir des ordres de la France. Et nous ici, nous pensons qu'il avait raison aussi dans son propos. C'est-à-dire qu'il y a un passif qui est suffisamment lourd entre la France et les États africains, les États francophones particulièrement,
Mais il y a aussi que nous, les générations, surviennent avec leurs intérêts particuliers. Il y a des problèmes d'emploi, tout le monde n'est pas content d'immigrer pour aller mourir, d'émigrer pour aller mourir dans l'océan. Tout ça bouscule la jeunesse qui se dit à un moment donné, qu'est-ce que nous faisons pour nous réapproprier les ressources que nous avons? Sauf que quand cette jeunesse arrive dans les sphères de pouvoir, elle va se rendre compte effectivement qu'il y a des choses sur lesquelles il y a du silence. Parce que apparemment ces choses ne nous appartiennent plus. Vous allez vous rendre compte que la majorité de ceux qui font les coups d'État ont moins de 40 ans. Ils ont moins de 40 ans. Donc c'est effectivement cette jeune génération qui ne regarde plus l'homme blanc comme nos parents regardaient l'homme blanc. C'est la raison pour laquelle le premier niveau de ce conflit est d'abord interne. Vous allez vous rendre compte que les jeunes regardent les aînés comme des gens qui parfois les ont trahis, des gens qui ont compromis leur avenir, des gens qui n'ont pas agi en donnant l'impression qu'il y avait d'autres personnes qui venaient après eux. Donc quand je dis ça, vous comprenez tout de suite que les jeunes générations se disent comment est-ce que nous on fait pour exister en tant que nation, pour prendre le pouvoir et le gérer. Ils se rendent compte que le franc CFA, la monnaie, ils n'ont pas. L'armée, ils n'ont pas l'armée. Ils se rendent compte que la culture, même parfois, vous savez ce qui se passe avec les biens qui sont partis, on peut discuter là-dessus. Ils se rendent compte qu'ils sont dépossédés de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement trouver d'autres moyens pour se réapproprier le pouvoir politique. Parce que finalement, c'est le pouvoir politique qui parvient à donner une marge de manœuvre sur le plan culturel et économique, sur les autres plans, et sur le plan social également. Donc, à partir de ce moment, la France doit nécessairement, la France comme les autres pays qui sont dans qui ont posé des jougs sur des pays, ils doivent s'attendre à être bousculés nécessairement. Parce que si nos parents n'ont pas pu le faire, les jeunes générations le feront forcément. Alors, au-delà de ce niveau international du conflit, la relation entre le Cameroun, la France et les anciennes puissances, je veux dire, Dr Yogo, le ministre du président déchu, Mohamed Bazoum, soulignait lors d'une interview que pour monter une manifestation, il suffit d'appeler quelques badauds et de leur donner quelques sous. Ils se retrouvent en route pour crier « Abat la France, abat ceci, abat cela ». On peut noter qu'il y a une certaine conscience d'une caste de jeunes, d'une classe de jeunes, mais est-ce que le sentiment est partagé? Pensez-vous que les jeunes sont suffisamment conscients de l'état actuel des choses? Ok, merci beaucoup pour votre question parce qu'elle me permet justement de relever l'autre dimension interne à partir de la dimension internationale que relevait Jacques tout à l'heure. Le coup d'État, c'est-à-dire que ne rentrons pas aussi dans ce va-tout à accuser la France. Par exemple, pour que Bongo accepte et organise normalement les élections, c'est en son âme et conscience qu'il devrait accepter et organiser normalement les élections. N'est-ce pas? Bon, lui-même voulait rester encore au pouvoir, mais il a voulu faire autre chose à partir de ces élections-là. La façon dont on gouverne est susceptible d'apporter ou pas le coup d'État. Le coup d'État est une manifestation aussi de la mécanique gouvernante à l'intérieur d'un État. Si nous sommes dans un État où l'écart des inégalités est grandissant, dans un État, par exemple en Afrique, où nous sommes à plus de 60% des Africains ont moins de 25 ans, ça veut dire qu'il y a une forte demande de la jeunesse. Donc quand on parle de jeunesse, on voit l'emploi. Si à ce niveau-là, les choses ne sont pas suffisamment organisées et structurées afin que nous partons du sous-emploi vers l'emploi effectif, si les générations n'arrivent pas à connaître l'alternance, parce qu'il faut qu'on s'inscrive dans le logiciel actuel, qui est celui d'une république. Est-ce que le sentiment national est effectif? Est-ce qu'ici, au niveau du Cameroun, nous pouvons nous lever d'une seule voix, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, est-ce que nous pouvons nous lever d'une seule voix pour défendre une autorité? Est-ce que l'écart entre les gouvernants, le lien entre les gouvernants et les gouvernés est fort?
c'est la question de classe. La question de classe et la question de la conscience de sa place et de sa classe qu'il faut mettre ici en exergue. Est-ce que nous avons un consensus dans notre pays, ne serait-ce qu'à partir de notre histoire ou ailleurs? Je parle du Cameroun et d'ailleurs. Est-ce que nous avons ce consensus-là? Est-ce qu'il est effectif au niveau de notre histoire? Est-ce que nous avons suffisamment d'esprit de concertation? À chacun de voir et de percevoir si ces éléments-là sont réunis au niveau de notre d'intégration politique, alors nous pouvons penser que ce sont des éléments qui peuvent être évités. Est-ce que, en termes d'indicateurs de gouvernance, le Camerounais moyen, le Centrafricain moyen, je ne sais pas moi, le Gabonais moyen, se sent concerné par les politiques qui sont mises en place? Ont-elles un effet pratique sur son mode de vie ou sur sa vie à lui? Au niveau de la sécurité humaine, donc ce sont des facteurs, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut réfléchir de la possibilité ou de l'étiologie d'un coup d'État ou de la perspective d'un coup d'État à l'intérieur d'un pays. Vous suivez? Et donc, je le redis encore, ce qui se passe ailleurs doit interpeller les stratèges des autres pays. Ce qui se passe ailleurs doit servir de leçon pour les autres pays. Il ne sert plus à rien de rester dans un schéma qui permet de croire en l'unité d'un peuple alors que celui-ci est divisé et que vous voyez la conflagration de sa division se manifester au quotidien. Donc, il ne s'agit plus aujourd'hui pour les peuples africains et les dirigeants africains de vivre dans la perspective utopique, idéaliste. Il suffit aujourd'hui de vivre dans un réalisme pratique et pragmatique qui leur permet de lire et de comprendre la société dans laquelle ils évoluent. C'est ce déni de la réalité qui peut aussi provoquer les coups d'État. Merci. De compléter? Bon, compléter, c'est trop dire. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Ce que je voulais apporter, c'est juste d'autres éléments qui permettent de conforter cette position du Dr Yogo. Parce qu'en fait, on doit comprendre que nous, la majorité des pays africains, nous sommes à l'indépendance en 1960, autour de 1960. Donc ça fait, nous sommes à 60 ans sensiblement. Si on compte plus le mouvement de décolonisation, les luttes de décolonisation, nous sommes presque à 80 ans maintenant. Et je pense que ce qui se passe doit nous permettre d'envisager, de continuer les réflexions. Parce que je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites et c'est l'occasion pour moi, avant de le dire, à la suite du Dr Yogo, de demander aux États africains de remettre, putain on va dire que je presse pour ma chapelle, mais comme j'ai des chapelles duales, on ne va pas me faire ce procès, de remettre le scientifique et les travaux des scientifiques au centre de leur action. Parce que dans les universités africaines, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'État en Afrique, sur le processus de démocratisation en Afrique, c'est-à-dire comment est-ce que l'Afrique s'intègre dans cela. Et il y a, donc ce n'est pas un débat nouveau au niveau de l'université, ce n'est pas un débat nouveau. Il y a des débats sur est-ce que les Africains se sont appropriés l'État, est-ce que les Africains sont prêts à mettre un modèle qui n'est pas le leur, est-ce qu'il ne faut pas en deux. Donc c'est le débat sur le souverainisme qui reprend aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 70, 80, 90, c'était les deux pieds du souverainisme, c'était la démocratie qu'on nous impose comme en Occident. Est-ce qu'on peut la réceptionner ici et contester cette démocratie-là, contester aussi les prérogatives des institutions de Bretton Woods qui nous indiquaient un schéma économique. Donc les débats sur la monnaie avec les Tchundjian premiers, ainsi de suite et tout ça, sont dans cette logique-là du souverainisme à cette époque-là. Donc on réclamait qu'on nous permette d'avoir une démocratie en tenant compte de nos spécificités, de ne pas nous imposer cela après nous avoir donné les indépendances ou après qu'on ait lutté pour nos indépendances selon ce que les uns ou les autres veulent. Au niveau économique, on demandait non, ce n'est pas le modèle de Bretton Woods que vous devez nous imposer. Les autres ne se sont pas développés avec ce modèle. Donc c'était ça le contenu du souverainisme à l'époque. On se rend donc compte aujourd'hui qu'on passe de ce souverainisme originel, c'est la contestation de la démocratie et
du système économique de Bretton Woods à un souverainisme populaire aujourd'hui, ou populiste même, diront certains, qui réfléchit. Moi, je dirais même à ceux qui décident. C'est même à ceux qui décident. C'est une bonne occasion. On peut changer les éléments de son armée ou des troupes de sécurité. Tout. On peut remodeler tout ce qu'on veut. Mais, comme il a dit, tant que les uns et les autres ne vont pas vivre dans un état où ils se sentent concernés, où on va croire que c'est la brimade, la répression de l'opposition frontale, le fait qu'on fasse des détournements massifs, donc la patrimonialisation de l'État par un clan de manière réticulaire en mettant une minorité contre une majorité, quand on va croire que c'est en mettant en place un système militaire, c'est les régimes militaires transformés en fait, tous les pays africains en gros. C'est le régime militaire transformé, c'est-à-dire on vous donne l'illusion qu'il y a une démocratie, qu'il y a des élections qui sont faites, mais en gros, il y a la peur, on utilise d'autres manières, d'autres groupes de pression, d'autres manières de harceler pour gérer ça. Et vous allez vous rendre compte que soit c'est un État où il y a un système militaire fort, soit si le système militaire est défaillant, il y a des régimes, des agences paramilitaires qui assurent la sécurité sur le territoire. Donc, à la réalité, il faut vraiment s'interroger sur le modèle d'État, il faut s'interroger sur les valeurs que nous avons dans l'État africain. On prend l'exemple simple, on a le chefferie du village. Au moins là-bas, le problème est réglé. On sait comment ça se passe. Et je ne pense pas il peut y avoir des contestations, mais elles sont mineures, puisqu'il y a la coutume et il y a la tradition sur laquelle nous sommes tous d'accord. Mais en République, pour l'instant, je vais me risquer de le dire, à titre personnel, j'ai l'impression que le système étatique et les prérogatives nécessaires pour faire fonctionner un État de manière pertinente, l'Afrique et les Africains ont encore du mal à se l'approprier. Docteur Koukan, la question est posée. Avons-nous, nous, Africains, dirigeants et dirigés, conscience d'un État? Alors l'État au sens, l'État tel qu'il est pratiqué, vécu ici, répond-il réellement ou à notre réalité anthropologique? Fabrice, le problème, nous cherchons des modèles. Nous cherchons des modèles. Et on court tout le temps de chercher des modèles qui fonctionnent, des modèles qui marchent. La deuxième chose que je dois dire, c'est que l'État, tel qu'il est dans notre esprit, nous l'avons appris à l'école. Il n'est pas naturellement constitutif de notre personne, de notre société. Et il a bien fait d'évoquer la société traditionnelle, même si je peux ne pas être d'accord sur les formes d'expression de ce pouvoir traditionnel. Quand vous lisez un livre comme Droit et démocratie, vous allez bien voir la démarche d'Habermas qui pense que la norme se construit à partir d'une tradition, c'est-à-dire d'une habitude, d'une manière d'être et d'une manière de faire. Et il associe dans cette construction-là les personnes concernées. Je reviens sur ce qu'il doit dire tout à l'heure, quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que nous faisons pour que le citoyen ait un sentiment de redevabilité par rapport à sa nation, par rapport à sa patrie? Toute la question est là. Et c'est dans cette démarche que naît ce que nous appelons opportunément le patriotisme. Vous voyez, on a des formes de patriotisme ici qui sont des patriotismes de circonstance. Des patriotismes, chacun déclare patriote celui qui veut, celui qui milite pour sa cause, celui qui marche derrière lui, celui qui marche derrière le système de pouvoir, on considère qu'il est patriote, mais celui qui remet en cause ce système, on considère qu'il n'est pas patriote. La question n'est pas là. Il est temps, en tenant compte du niveau d'information que tout le monde peut avoir, ceux qui sont allés à l'école comme ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ceux qui ne sont pas allés à l'école ont l'information sur les réseaux sociaux. On peut qualifier de bonne ou de mauvaise, en tout cas c'est l'information et ils prennent ça. Tant que l'école ne leur donne pas un filtre pour pouvoir choisir quelle est la bonne, quelle est la mauvaise information, on considère qu'ils ont l'information. Et à partir du moment où ils ont l'information, il faut qu'on arrête de penser que la politique c'est l'art de la ruse. Et qu'il suffit d'être au pouvoir, de poser des stratégies et de se dire que bon, on va écarter tel, on va faire ceci, on va faire ceci, on fait ceci. Ça peut durer un temps, mais ça ne peut pas durer tout le temps. Parce qu'à un moment donné, même ceux qui sont le plus proches de vous se rendront compte qu'il faut vous dégager de là. Et c'est ça le coup de temps. C'est ce que le docteur Edouard essaie d'expliquer tout à l'heure. Donc il aurait été important que
nous allions dans ce que nous sommes. J'ai pas envie tout de suite de dire tradition. Dans ce que nous sommes, savoir ce que nous pouvons, et les juristes qui sont là, Claude Bécomo est là, c'est des travaux sur lesquels on peut s'exercer. Aller dans ce que nous sommes, essayer de voir comment est-ce qu'on peut en faire du droit. Vous voyez, on est dans une société où vous avez d'un côté ce qu'on appelle le droit positif, qui est considéré comme le droit qui est écrit, qui est considéré comme le droit qui nous vient d'ailleurs, d'autres parlent du droit des blancs, du droit des autres, et du droit qui est le droit traditionnel, qui normalement, qui en principe est le droit qui est dans notre peau, le droit qui fait ce que nous sommes. Donc il aurait été important que ce droit qui est traditionnel, qui fait ce que nous sommes, devienne ce qu'on appelle notre droit positif, et que éventuellement, que certains aspects nous viennent d'ailleurs seulement pour compléter en termes de complément, mais l'essentiel de notre droit ne peut pas être un droit qui nous vient d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Tant que ça se passe comme ça, vous allez voir, et regardez comment ça se passe anthropologiquement dans nos sociétés. C'est que chaque fois, quand vous avez votre frère au village à qui vous portez plainte, qu'est-ce qu'on vous dit au village? Que vous avez amené votre frère chez le blanc. On ignore peut-être ça, on pense que c'est des mots légers. Parce qu'on considère que ce droit-là n'est pas notre droit. Et que le meilleur droit, le droit qui est notre droit, c'est le droit qui est à la chefferie. C'est le droit qui est chez le chef de bloc. C'est le droit qui... Parce que là-bas, ce qu'on recherche, c'est la réparation, c'est le consensus, c'est la réparation tout simplement. Le droit, justement, qui n'est pas fait pour exclure, qui est fait pour créer l'unité, devrait partir justement de ce socle-là, qui est le socle habituel et traditionnel. Oui, docteur Hugo. À sa suite, je voudrais bien préciser une chose, que nous sommes en train de dire ceci. Il faut que les téléspectateurs le comprennent bien. Ce que nous disons, nous répondons à votre question sur la cause des coups d'État. Et on disait que, et nous répondions que le coup d'État est la cause du mode de gouvernance, de la manière dont on gouverne. Et ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où les populations sont intégrées, à partir du moment où il y a le lien entre le haut et le bas et que la société est bien organisée et structurée, à partir du moment où le sentiment national est effectif, le coup d'État peut être évité. Et l'effet positif, c'est que si ce coup d'État arrive, on peut avoir des anti-coups d'État. L'anti-coup d'État se manifeste de deux manières. Ce sont des résistances. La résistance générale ou la résistance organisée. La résistance générale, c'est quoi? Ça veut dire que dans une société, il existe déjà des textes prédéfinis qui vous disent comment vous comporter dans le cas où il y aurait coup d'État. Et lorsque celui-ci arrive, vous vous mobilisez et vous appliquez essentiellement le code qui vous a été instruit. La résistance organisée, quant à elle, c'est lorsque le coup d'État arrive, vous répondez à un appel à la défense du coup d'État, à la lutte contre le coup d'État. Et là, la population se mobilise. Sauf que ceci a donc une condition préalable. Ceci n'est possible que lorsque c'est un gouvernement qui a su susciter de la confiance. Parce que pour vaincre la méfiance, il faut bâtir la confiance. Et c'est ce dont les peuples ont besoin aujourd'hui pour pouvoir se sentir proches et légitimer davantage leur gouvernement. Un gouvernement qui est légitimé verra le peuple verra toujours le peuple décider de lui redonner sa place. Et la façon dont le peuple, cette fois-là, pourra redonner sa place peut même aboutir à une forme de révolution. Ce que j'ai expliqué, résistance générale et résistance organisée, je suis des débats qui pullulent là ces jours, un peu partout. Les gens viennent confondre ça, ils appellent ça la défense populaire, qui est tout autre chose. Vous suivez, qui est tout autre chose, qui ne répond pas à ces deux critères-là. Et donc, on confond... Vous pouvez peut-être éclairer les téléspectateurs sur cette notion de défense populaire? Non, la défense populaire, quant à elle, elle est multiforme. C'est-à-dire que c'est une forme de défense qui s'opère dans plusieurs secteurs. C'est un appui psychologique, militaire, économique, social à l'effort de guerre. Et que les populations elles-mêmes décident souvent. C'est souvent suite à un appel soit d'un homme politique, soit d'une quelconque autorité. Sauf que ici, la défense populaire répond à un problème qui concerne la nation tout entière. La question de l'unité nationale. Or, sur les questions de résistance, ici c'est une question de défense d'un régime.
Vous suivez? Donc il faut que cette distinction-là puisse être très claire. C'est deux procédés qui sont bien différents. La défense populaire étant essentiellement multiforme, multidimensionnelle et multisectorielle aussi. Oui, donc, juste pour essayer d'être plus clair et d'être complété aussi, je pense que les notions d'état failli de Jackson et de Robert, les notions d'état patrimonial de Jean-François Médard, les notions d'état rhizomique de Bayard, on peut continuer à développer autant. D'état fragile de Yogo. D'état fragile, d'état... Ce sont des notions sorties pour analyser l'État en Afrique. Ce n'est pas pour analyser l'État dans l'espace postcolonial. Je crois que les choses sont assez claires. Ce n'est pas pour analyser l'État dans l'espace postcolonial, mais c'est pour analyser l'État en Afrique. Tout comme il y a des éléments qui peuvent être utilisés dans l'État en postcolonie, mais ce sont des notions qui ont été analysées pour l'État en Afrique. Et ça veut dire qu'il y a donc un déficit systémique pour ceux qui gouvernent cet État ou alors font marcher cet État ou managent cet État. Et la notion de régime est très importante que le Dr Yogo vient d'utiliser. Il faut qu'on fasse très attention à penser, à être naïf, de penser que quand il y a un coup d'État, il y a changement de régime, ou il y a une nouvelle république. Non. La république et le régime, c'est un changement en profondeur de la philosophie du management de l'État. La philosophie qui prend acte par l'organisation d'une conférence constitutionnelle qui permet à l'État, à l'Assemblée nationale ou alors à ceux qui vont être considérés comme les constituants de ce nouvel État-là, de penser le nouvel État, de mettre en place des institutions permettant de rompre avec l'ancien régime. Donc il faut... Mais quand on arrive en faisant un coup d'État et qu'on est dans une structure où il y a toujours des questions de gestion patrimoniale du bien public, que ce n'est pas réglé, il y a toujours une trame de fond militaire et violente de la gestion. C'est vrai qu'on peut toujours discuter qu'il y a toujours un minimum de violence légitime, dans un sens weberien, pour que l'État marche. Oui, mais la violence doit être une violence maîtrisée, une violence largement suffisante pour permettre de manager l'État. Mais c'est quand le niveau de la violence est un peu élevé et qu'on est dans un système où il y a la population est harcelée, où la population, on vit dans des situations où il y a une césure entre ceux qui dirigent, et je pense que le docteur Yogo est revenu dessus, et ceux qui sont dirigés. Il y a des clans. On est donc confronté à ce type de réaction des autres, puisqu'il y a une rupture entre le eux et le nous. Donc, le problème maintenant, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de eux et qu'il y ait seulement du nous. C'est ce que nous disons. Il faut être clair. Si on veut continuer, ça je le dis de manière triviale, si on veut continuer avec l'État tel qu'il est conçu dans les standards occidentaux, il faut qu'on s'arrime. Il faut que l'Afrique s'arrime avec, première chose, l'alternance, et ce n'est pas l'alternance politique, même dans l'administration. Parce qu'il y a le management administratif en Afrique qui est défaillant. C'est pour ça que le système politique n'arrive pas à être soutenu. Parce que même au niveau administratif, vous voyez des problèmes d'alternance, vous voyez des directeurs, vous voyez des chefs de service, vous voyez des directeurs généraux qui font 30, 40, 50 ans sur un même poste. Et ça se voit partout en Afrique. C'est une trame de fond spécifique à l'Afrique. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études, je ne fais que le dire depuis le début. Nous ne faisons que des constats. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il va bien falloir associer et mettre en œuvre un certain nombre de choses, mettre à plat le système. Donc voilà ce que nous disons. Si l'Afrique estime que c'est avec l'État qu'il faut continuer, il faut bien que la démocratie, il faut bien que l'alternance, il faut bien que l'accountability, le fait de rendre, le fait de permettre qu'il y ait des enquêtes, de rendre compte, de faire de présenter ses biens, de faire la déclaration des biens, ainsi de suite. Il faut que l'accountability, que tout ce que charrie la démocratie, tout ce que charrie le système de la République et de l'État soit appliqué et que tout le monde s'y soumette. Si on estime
que ça ne peut pas nous permettre d'avancer et que nous sommes dans un système d'état patrimonial rhizomique où tout ce qu'on veut, qu'on assume que nous sommes dans un état patrimonial rhizomique et tout, et que effectivement les coups d'état vont donc continuer à se faire et que rien ne va nous surprendre. Voilà ce que nous disons de manière claire. Alors, je vous relance immédiatement sur cette question juridique, sur la question de droit constitutionnel. On a bien observé l'imbroglio, bien le schéma alambiqué de la transition constitutionnelle au Cameroun, si on peut la considérer ainsi. Et puis il y a la charte de la transition au Mali qui présente la nouvelle constitution qui affiche déjà un certain nombre de débats liés surtout au principe universel. Quel est le schéma, selon vous, quel est le schéma constitutionnel idoine pour parvenir à une certaine stabilité au niveau des États qui traversent cette période de renversement? Bon, déjà c'est une consultation internationale, ça c'est pour... la première, ce qu'il ne faut pas faire quand on vient de faire un coup d'État, ce qui fait en sorte que ça soit difficile après, c'est de suspendre la Constitution. Quand on suspend la Constitution, après, il va falloir voir le régime juridique sur lequel on fonctionne. Et ça devient donc compliqué. La chose la plus simple à faire quand on arrive, c'est de suspendre le gouvernement, puisque de toute façon, ce qui est remplacé, c'est les autorités qui dirigent, c'est le pouvoir exécutif ce qui est remplacé, c'est le pouvoir exécutif. Ce qu'on met, on met sous les ténoirs, ce qu'on suspend, ce dont on arrête, c'est le pouvoir exécutif. Donc c'est la tête de l'exécutif. C'est donc très dangereux dans un système étatique d'être dans un système où pendant une période transitoire, il n'y a visiblement pas de règles qui gouvernent les actes. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va effectuer des arrestations, on va effectuer des enquêtes sur la base de quel code, de quel droit. C'est assez compliqué. Donc, dans un avis technique, il vaut mieux suspendre le gouvernement. Il vaut mieux mettre, c'est clair. Maintenant, l'Assemblée nationale ne sert plus à rien non plus. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de représentants. C'est ceux qui ont pris le pouvoir qui vont parler au nom de cet État-là. Mais, au niveau juridique, c'est assez difficile de fonctionner dans un système transitoire sans qu'il y ait une constitution qui permet de prendre un certain nombre de règles. Même si on peut penser, pour ceux qui défendent cette idée, parce qu'il y a aussi un courant de pensée juridique qui estime qu'il faut la suspendre et laisser un système d'exception. Et nous sommes d'accord que le système d'exception est un système où on peut avoir beaucoup d'arbitraires. Donc on conseillerait de maintenir la Constitution et de faire en sorte que pendant la période transitoire, qu'on réfléchisse urgemment à faire une conférence constitutionnelle pour adopter une nouvelle Constitution et permettre que l'État continue à travailler sous le règne du droit national. Docteur Hugo? Oui, je voudrais répondre. Lui, il a répondu en tant que juriste qui s'intéresse à l'impact de la norme, au poids, à la charge de la norme dans la société. Et moi, je veux répondre comme le politologue, c'est-à-dire qui voit les choses dans le rapport de force. Le coup d'État est par essence illégal. Et l'une des façons fondamentales d'exprimer son autorité lorsque la nouvelle junte est au pouvoir, c'est de suspendre tout ce qui existe comme norme. Vous ne suspendez aucune norme, vous décrédibilisez votre propre autorité que vous êtes venu instituer en tant que rebelle putschiste, si ce sont des rebelles. C'est pourquoi lorsque le coup d'État arrive, je vous ai cité le mot de la mécanique opérationnelle ici tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après avoir saisi tous les symboles de l'État, il faut d'abord suspendre la Constitution. Je crois que j'ai cité ça parmi les éléments que j'évoquais tout à l'heure. La suspension de la Constitution vous permet donc de vous ériger. Et lorsque vous le faites, l'autre chose, c'est que vous érigez un nouveau texte programmatique. Quand c'est le rebelle, par exemple, après un acte rebelle, on fait souvent l'accord de paix, qui devient le nouveau texte programmatique qui organise la vie politique de l'État. Quand le rebelle, le putschiste arrive au pouvoir, il institue une charte. Le Gabon vient de la faire. Quand je venais tout à l'heure là, je suivais les informations dans la voiture. Le Gabon vient de le faire. Ils ont établi leur charte qui organise le nouveau fonctionnement de l'État. La transition repose sur la planification de votre séjour à la tête de l'État. Et c'est ce qu'on attend encore au Gabon.
C'est la seule chose qui permet, pendant que vous êtes là, on reconnaît votre charte. On peut parfois suspendre la Constitution et la réactiver lorsqu'on aura occupé les institutions qu'on veut occuper. Enfin, ce que je veux expliquer, c'est que quand le coup d'État arrive, on est dans une situation de rapport de force. Et donc, ce n'est plus la lecture, ce n'est plus le droit stricto sensu qui intéresse les acteurs. C'est leur rapport de force, c'est l'ancrage de leur position au sommet de l'État qui les intéresse. Le plus important aujourd'hui, c'est de créer maintenant et de réfléchir sur leurs conditions de sortie à travers un calendrier. Voilà ce qui est attendu de manière plus urgente à ce moment. Vous voyez que ma réponse est bien différente de celle du juriste. Oui, on a bien vu le positionnement le politiste et le juriste. Ça fait que les choses sont légales. Oui, c'est ça. Alors, on va se rapprocher du philosophe pour évoquer la question, pas sur la même question notamment, mais sur sa lecture. Peut-être déjà, pourquoi pas sur cette question, mais davantage sur sa lecture de la gestion par la France de ces renversements. Il se trouve quand même, le docteur Bokombo l'a rappelé tout à l'heure, ces mouvements se déroulent dans l'ancien précaré français. Comment appréciez-vous la gestion par la France de ces mouvements? Bon, je pense que je vais me débrouiller pour ne pas donner, comme beaucoup de gens le font, beaucoup d'importance à la France. Oui. Oui, parce que Je suis d'accord. Il faut qu'on arrête. Oui. Il faut qu'on arrête ça. Je suis d'accord. Charlie Gabriel Bock a écrit un livre qui est intitulé « Décoloniser la France ». Et dans le livre, quand vous le lisez, vous comprenez bien qu'il s'intéresse à tout ce que nous faisons pour rendre la France patronne de nos pays. C'est ça qui l'intéresse dans le livre. Donc vraiment, il faut qu'on se batte pour ne pas... La France se bat pour préserver ses intérêts. Peut-être que vous ne le savez pas. L'électricité en Europe, la France a l'une des électricités les plus stables en Europe. Vous n'avez pas de baisse de tension, vous n'avez pas de coupure d'électricité. En tout cas, l'énergie, vous l'avez quand vous êtes en France. Avec l'uranium du Niger. Il faut bien comprendre que la France, si vous lui dites que ce train de vie, du moins énergétique là, va baisser, parce que vous avez fait un coup d'État dans un pays, mais pourquoi vous ne voudriez pas qu'elle s'en offusque, qu'elle se lève pour taper du poing, pour dire que son ambassadeur ne part pas, pour dire, c'est le rapport de force, comme disait le politologue, et la France a raison d'être là. Bon, quand on a évacué cette dimension-là, maintenant, il reste que nous, en tant qu'Africains, en tant que vivants dans ces pays-là, que nous puissions profiter de ces circonstances-là pour nous approprier l'État, pour en faire notre affaire. Donc, que ceux qui ont pris le pouvoir, pour l'instant, on peut estimer qu'ils sont peut-être sur le bon chemin, ils sont proches du peuple, ce qu'on n'a pas vu chez les politiques. Ils écoutent des gens, peut-être que stratégie, vous allez me dire que c'est des stratégies, vous allez me dire, mais en tout cas, on a l'impression qu'ils écoutent des gens, ils essaient de réaliser ce qu'ils ont promis. Peut-être que la charte, parfois dans une charte qui va durer 2 ou 3 ans, on va faire des choses que les politiques n'ont pas fait depuis 10 ans, depuis 20 ans. On faisait une analyse, je crois en début de semaine, sur la Guinée, et les Guinéens, la Guinée-Conakry, se rendaient bien compte que beaucoup de choses il y a des choses qui ont été déclarées pendant très longtemps par des politiques classiques qui n'ont pas été réalisées et que la junte au pouvoir a réalisé. Donc, du coup, je pense qu'il est important, ça se voit au Gabon, qu'on essaie d'associer les différentes parties du peuple pour pouvoir construire, pour pouvoir prendre en charge la gouvernance politique dans le pays. Sinon, on pose une action qui peut être salutaire. Edouard l'a dit, aucun coup d'État n'est... Je ne sais pas quel est le thème qu'il a dit. Aucun coup d'État n'est légal. Voilà. C'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais on peut profiter d'une situation comme celle-ci pour résoudre un problème. Quand on étudie la notion de coup d'État, vous allez bien vous rendre compte que le coup d'État avant le XVIIIe siècle, notamment au XVIIe siècle, les notions de coup d'État renvoyaient nécessairement aux actes du prince au pouvoir. C'est-à-dire que le coup d'État commence par être c'est un moment où le prince au pouvoir décide que voici ce que la règle prévoit, mais je bouscule la règle pour m'imposer en tant que prince. Et le coup d'État à ce moment-là est salué par le peuple qui l'accompagne, parce que pour lui c'est une victoire. Au départ c'est ça le coup d'État.
C'est avec le XVIIIe siècle, et notamment avec la Révolution française, que le coup d'État rentre dans le sens inverse. C'est le peuple qui vient bousculer le roi pour l'enlever de là. Ça, c'est important de le savoir. Donc, du coup, le coup d'État, on peut profiter d'une circonstance qui est, a priori, mauvaise, négative, illégale, pour pouvoir se reconstruire, se rebâtir. Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons prendre les situations telles qu'elles se passent dans nos pays. Avant de voir avec le docteur Hugo sur le plan géostratégique, le rapport que les nations africaines peuvent entretenir avec leur ancienne puissance colonisatrice, j'ouvre une parenthèse avec le docteur Bokomo sur ce fait diplomatique, cette joute diplomatique entre la France et le Niger au sujet de l'ambassadeur de la France auprès du Niger. Alors, la France a décidé de ne pas faire partie son ambassadeur. Le Niger insiste, il a entendu un certain nombre de moyens qui questionnent aujourd'hui la plupart des États africains sur est-ce que c'est légal, comment ça se passe. J'interroge le diplomate. Non, mais en fait, l'article 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, elle est assez claire. C'est-à-dire qu'elle permet à l'État accréditant de déclarer persona non grata un membre, soit le chef de la mission diplomatique ou tout autre membre de la mission diplomatique dans son pays. Et en fait, il faut que l'État accréditaire rappelle le dit personnel. Mais il y a un alinéa de cet article 9 qui dit effectivement qu'en cas de refus de rappeler son personnel par l'État accréditaire, l'État accréditant doit rompre toutes les mesures de protection diplomatique et des immunités qui relèvent que ce personnel diplomatique a en termes de protection diplomatique. C'est-à-dire que ça permet, dans la lecture de cet article, permet donc de comprendre que un État peut refuser de rappeler son diplomate ou alors un membre de sa mission qui a été déclaré persona non grata. Les pays africains le font tous les jours dans les États occidentaux sans que ça ne crée un souci particulier. Ça rentre dans la coutume diplomatique. La Convention de Vienne, c'est une convention qui consacre, qui a plutôt essayé de conceptualiser les coutumes diplomatiques. En diplomatie, c'est plus la réciprocité, plus l'entente entre les États qui est mise en place. La France, l'article 2, quand on dit si l'État accréditaire ne rappelle pas, l'État accréditant peut donc lever toutes les mesures de protection diplomatique à l'égard du diplomate. Ça veut dire que ça permet, ça donne la prérogative, ça reconnaît donc que un État peut refuser de rappeler effectivement son personnel qui a été déclaré persona non grata et assumer que ce personnel a perdu la protection diplomatique et décharger l'État accréditant de continuer à maintenir les mesures de protection diplomatique sur le dit personnel, quel qu'il soit, que ce soit ambassadeur ou pas. Donc sur le plan du droit, l'acte de la France est protégé par le droit. Maintenant, on peut se poser des questions au niveau politique, au niveau stratégique et tout ce qu'on veut, mais dans le droit diplomatique et consulaire, ce sont des comportements, ce sont des habitudes, ce sont des coutumes qui sont légion, dont les pays africains eux-mêmes sont coutumiers. Si ce n'est qu'une analyse de néocolonisation qu'on veut faire, non, ceux qui, dans les statistiques internationales, ceux qui ont la coutume de ne pas rappeler leur personnel diplomatique déclaré persona non grata, ce sont bien les pays africains en majorité. Oui, je voudrais sur cette question-là préciser que dans le cas précis, la France refuse d'obéir parce qu'elle ne considère pas les putschistes comme étant une autorité légale. C'est l'argument que la France est en train de mettre comme de l'autorité légitime dans le pays. C'est l'argument que la France est en train de soulever et donc elle ne se voit pas en train d'obéir à une telle autorité illégitime. Sauf qu'encore ici, c'est une lecture du droit très encadrée et après, bon, on s'inscrit dans la perspective d'un rapport de force. La France est sur quoi elle peut compter dans ce genre de situation. Donc je voulais juste évoquer cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il fonde le refus de la France d'obéir à cette demande de persona non grata. Surtout qu'accepter cela sera accepter tout le reste. Elle considère qu'en acceptant cela, elle légitime ses autorités. Ce serait une reconnaissance du gouvernement. En même temps, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. En même temps, au Gabon, l'ambassadeur français est allé rencontrer, c'est le premier ambassadeur, est allé rencontrer une autorité qui n'a pas la légitimité dont on parle. L'intérêt.
l'intérêt. Nous sommes en train de dire, oui, il faut qu'on soit bien. Oui. Justement, c'est l'intérêt qui donne les questions. Mais vous voyez bien que l'attitude, c'est-à-dire dire que ce n'est pas, c'est contre les coutumes diplomatiques, il faut être très prudent. Il faut être très prudent et dire que ça relève du néocolonialisme. Il faut aussi être prudent parce qu'effectivement, les cas de non-rappel de personnel non grata, de personnel diplomatique sont les gens non grata, sont les gens pour les États africains. Attention à ne pas se tirer une balle dans le pied en défendant quelque chose. Il vaut mieux dire effectivement que c'est des jeux d'intérêt, c'est des jeux d'argent. Au niveau du diplomatique, il n'y a pas de problème. La France a parfaitement le droit de le faire. Mais maintenant, ça obéit à des logiques politiques et des logiques d'intérêt. Stratégique, oui. Cette attitude. Vous voyez que la France obéit en 2 poids 2 mesures face au coup d'État. Au Tchad, le président est même allé assister à l'intronisation du président. L'intronisation. À son intronisation. Vous suivez, le président français est allé là-bas. Au Gabon, il a reçu l'ambassadeur. Dans les pays au Mali, dans le Grand Sahel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même posture vis-à-vis de ces pays-là. Et vous savez que là-bas, son modèle de coopération en fonction du nouveau logiciel dans lequel s'inscrivent les populations africaines. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il a parlé de générations tout à l'heure, où des générations sont nouvelles et où on a besoin de voir un nouveau type de changement. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a comme réseaux sociaux. Et donc, les peuples sont plus enclins à la participation et même à l'information. Les peuples comprennent aujourd'hui beaucoup plus les enjeux politiques. Ce sont des données qui doivent être prises en compte dans le modèle que la France veut avoir, dans le type de rapport que la France veut avoir avec ses colonies. Aujourd'hui, les nations africaines essayent comme ils peuvent, de diversifier aussi leurs partenariats. Ce sont des choses aussi que la France doit prendre dans sa perspective de déploiement économique dans les régions africaines. La France le Gabon restait le seul pays où la France était encore la première puissance en termes d'échanges commerciaux économiques. En termes de partenariat économique, la France était encore la première au Gabon. Et c'est le seul pays. Au Cameroun, elle est, je crois, quatrième ou cinquième, la France. Vous voyez qu'elle aussi, elle perd des parts de marché parce que les Africains commencent à comprendre qu'il faut diversifier. Sauf que pour les Africains, de leur côté, ils doivent comprendre qu'il est temps d'avancer en rang, non plus en rang dispersé, mais de faire dans la solidarité. La solidarité est le seul gage pour ces pays d'arriver à s'exprimer et d'arriver à proposer des alternatives sur la scène internationale. Voilà le regard que je porte aujourd'hui sur la relation que ces pays doivent avoir avec la France. Donc non seulement il y a la question de la solidarité qu'ils doivent promouvoir, il y a la question de l'autonomie aussi, de leur autonomie stratégique et de leur indépendance économique aussi, sur lesquelles ils doivent travailler, mais de manière solidaire. Donc voilà à peu près pour moi le nouveau regard que doit porter la France sur ses anciennes colonies. Cela ouvre justement la voie vers l'autre grand axe de cette intervention. Comment sortir des coups d'État. Docteur Lukombo, le docteur Hugo vient d'évoquer la question de la solidarité entre les États africains. On observe justement une disparité dans la manière d'appréhender les situations de coups des renversements entre l'Union africaine et les communautés régionales, les organisations régionales d'intégration régionale. La CEDEAO qui se bat tant bien que mal à imposer un certain standard démocratique, essaye d'organiser, de structurer, de s'imposer face à des situations de ce type. Par contre, la CEAC est encore plus ou moins en retrait. Comment est-ce qu'on peut apprécier, comment est-ce que les organisations internationales, notamment d'intégration, peuvent coopérer, collaborer avec l'Union africaine pour imposer un mode de gouvernance utile à la possibilité des États africains. Avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter une petite contribution sur la question d'avant. Pour dire que je crois qu'il faut, c'est Jacques qui a parlé de la France. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, si je ne savais pas la France ne m'intéresse pas, on n'est pas... Il ne doit pas donner plus d'importance à la France. Je pense qu'il faut rester dans cette logique pour dire, avec le docteur Yoro, il le dit de manière triviale, que la France est un acteur rationnel comme tous les autres acteurs rationnels dans l'espace africain. Et faire du France bashing,
non par la France et tout ne sert à personne. C'est ça. Ça ne résout aucun problème. C'est ça. Et remplacer la France par autre chose, ça ne résout non plus aucun problème. C'est Ce ça. n'est pas ça l'objectif. Il faut le dire de manière claire. Notre problème, nous, les Africains, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Il faut le dire de manière claire. Maintenant, pour finir aussi sur cette question, oui, on voit qu'effectivement, la France s'est rendue compte depuis le sommet de Montpellier. Depuis le sommet de Montpellier, la France se rend bien compte que, et bien avant, quand on voit certaines études qui ont été faites par le Quai d'Orsay, on se rend compte que la France s'est rendue compte qu'effectivement, la pertinence de ses outils de maintien de son précaré devient évanescente. C'est-à-dire l'outil monétaire, l'outil militaire avec les bases, l'outil culturel perd de la pertinence. C'est la raison que vous voyez les transformations qui se passent à l'heure actuelle, où on transforme toutes les agences en instituts, où au niveau militaire, on essaye de voir quelles sont les bases qu'on peut fermer. Donc, de donner des gages à l'Afrique pour dire, on ne parle plus directement aux institutionnels, on parle avec la société civile, on parle avec le peuple. Tenez-vous tranquille, ils ont compris du côté de la France qu'il faut opérer une mutation par changement d'objectif et d'objet. Le problème, et là, le docteur Yogo a bien mis les deux acteurs. Le problème, c'est qu'un acteur qui est monopolaire, lui, a compris que la donne devra changer, il faudra muter, il faudra se transformer. Est-ce que donc l'autre acteur qui est l'acteur sur lequel s'exerce cette puissance, les États africains, est-ce qu'ils ont donc compris qu'on ne peut plus tenir dans ce type de, disons, le France-Afrique, prononçons le mot, d'Antoine Glaser et de tous les autres. Est-ce qu'on peut pas tenir? Est-ce qu'il n'y a pas un comportement pathologique de cet acteur-là, comme un patient qui a tellement eu besoin d'un type de médicament et qui, arrivé au terme du traitement, exprime plutôt le manque ou exprime le besoin ou de revenir de manière atavique. C'est de ça dont on parle en ce moment. Il faut donc, comme de ce côté, on a compris, on voit que ce n'est plus pertinent et qu'on est en train de vouloir changer, il faut aussi s'adapter. Oui, j'entends la multiplication des partenaires, j'entends la diversification des partenaires, mais est-ce que dans un système international multipolaire où on ne peut pas créer quelque chose d'authentique comme les autres l'ont fait? La Chine l'a fait, l'Inde l'a fait, le Brésil le fait. Donc, il faut, c'est à ce niveau-là que doit se faire la réflexion. Maintenant, sur la réaction de l'Union africaine, la réaction des différentes communautés d'intégration, c'est à l'image effectivement de ce qu'est l'Afrique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une Union africaine qui a son histoire. On ne va pas recommencer l'histoire avec le plan de Lagos et ainsi de suite. Qui a son histoire. Sa construction même est une construction qui est volontariste. C'est-à-dire c'est une construction top-bottom. Ce n'est pas une construction bottom-up. Ça veut dire donc que l'Union africaine, pour beaucoup de pays, c'est juste une organisation comme toutes les autres. La preuve, c'est que la contribution des États au fonctionnement de l'Union africaine, je vais être poli, reste déficitaire. Pour ne pas dire que c'est un État ami qui a conçu le siège et qui participe au financement de beaucoup d'opérations et beaucoup de choses que l'Union africaine fait, que les financements de la majorité des programmes de l'Union africaine viennent de l'extérieur. Ce n'est pas se faire du mal que de le dire. Et ça montre quel est le rapport sociologique entre les États et dans le membership, donc le fait d'être membre de cette organisation-là. À partir du moment où la super organisation est déjà extravertie et manque de pertinence au niveau opératoire, on a créé un comité de paix, une force en attente. Il y a un certain nombre de dispositifs qui, depuis Sirte, jusqu'à présent, on est encore en train de voir comment est-ce que rendre ces différentes instances opérationnelles. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes au niveau fonctionnel, de la capacité de cette Union africaine à adresser un certain nombre de questions. Maintenant, si on revient au niveau de l'échelle sous-régionale, le déficit continental rejaillit nécessairement sur
l'échelle sous-régionale. Vous allez vous entendre à quoi de la CEDEAO. Si la CEDEAO, pour mobiliser une force d'intervention dans un État, va faire face à la souveraineté de chaque État, va faire face aux problèmes économiques de chaque État, parce que intervenir, c'est bien beau. J'entends souvent, on dit non, il y a quelque chose dans un pays, il faut intervenir, mais la guerre est en cours, le maintien de la paix est en cours. Donc, à un moment donné, il faut bien, je pense que le docteur Yogo a besoin de souligner, a eu raison, pardon, de souligner cette mutualisation des forces, cette solidarité agissante qu'il doit avoir. Mais dans le comportement, c'est-à-dire, si on va même dans le behaviorisme, d'une forme mental amphi, on voit que les États africains ont un comportement de repli sur soi, d'attente toujours de l'aide extérieure et de toujours se retourner vers les autres, de travestir le management de toutes les actions qu'il y a au niveau interne et au niveau sous-régional. Et c'est à ce niveau-là, au niveau du changement dans le comportement, qu'il faut intervenir. Ça répond même à la question d'avant. C'est-à-dire que l'État africain, bon, on va dire l'État africain, oui, mais l'État africain est managé par certaines personnes. Je pense que Weber parle du savoir des politiques. On peut mettre ça ici. C'est-à-dire que oui, nous, on peut passer des jours sur les plateaux, télé, le vôtre, d'autres, on peut passer des jours à écrire des articles, des livres, à dire des choses, mais il n'en demeure pas moins que ceux qui décident à un moment donné doivent quand même essayer d'opérationnaliser d'autres manières de faire. C'est-à-dire de se dire effectivement que quand il y a une question, il y a aussi la part que l'État doit prendre, au-delà des contingences de financement et tout. Et l'une des solutions les plus efficaces, c'est, Dr Yogo vient de le dire, il y a dans la littérature, c'est la mutualisation des forces. C'est de faire en sorte que nous répondions ensemble à une question qui nous est posée et de faire en sorte qu'ensemble on est fort et qu'on peut résoudre le problème. Merci. Dr Koukom, alors, le rôle des peuples. On a beaucoup parlé des dirigeants, des décideurs. Le rôle des peuples. Quelle est la part des peuples ou bien des populations dans l'évolution et dans l'anéantissement des projections de coup d'État? Peut-être d'abord sur la... Est-ce que la France a compris le docteur de Komo dit oui, mais je pense que non. On change de concept. On change de nom. Et la structure est la même. La structure est la même. Juste, la France est consciente que la situation va changer. Aujourd'hui ou demain, la situation va changer. Et je pense qu'elle se dit, pendant combien d'années, qu'est-ce que je peux encore gagner pendant que je peux encore rester là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis, c'est peut-être revenir sur le concept de coloniser, colonie. Coloniser, c'est occuper de l'espace, c'est gagner de l'espace. Et vous pouvez gagner de l'espace, soit par la ruse, soit par la force, soit par la discussion. En tout cas, on cherche à gagner de l'espace. Un État, pour sa puissance, se débrouille pour gagner de l'espace dans d'autres pays. Et dans ce cas-là, des pays, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Italie, ces pays se débrouillent pour gagner des espaces chez nous, parce que ça leur permet, ces espaces-là permettent leur accroissement sur le plan international, d'accroître leur personnalité sur le plan international. Donc, quand je l'ai dit, si on est conscient qu'ils cherchent à gagner des espaces, le seul moyen pour nous pour répondre à ça, c'est d'occuper ces espaces-là. Et je reviens sur votre question, on ne peut pas occuper ces espaces si on n'associe pas le peuple. Vous ne pouvez pas gérer des pays en pensant que vous, en tant que vous, à la tête des pays, avez des solutions pour résoudre les problèmes. On ne peut qu'associer le peuple et associer chaque individu. Parce que l'État, c'est quoi? C'est l'addition des talents qui existent en chacun d'entre nous. Et c'est à travers l'école qu'on forme des gens, dans des métiers par rapport à des projections parce qu'on veut occuper des espaces. Si vous voulez éloigner la France ou la Chine ou la Russie, mais si vous n'avez pas de personnel technique pour résoudre des problèmes, vous allez continuer de fabriquer la France, la Russie et la Chine. Si vous dépannez une machine à la Sonara, si un coup-circuit à la Sonara et que pour résoudre le problème, vous devez appeler quelqu'un de la Suède, de la Finlande, de la Thaïlande, comment ne voulez-vous pas que
que la colonisation soit entretenue par nos propres, par nous-mêmes. Elle est entretenue par nous-mêmes. Donc quand vous demandez le rôle des peuples, le peuple n'est pas du bétail qui applaudit des coups d'État ou qui dit non au coup d'État. C'est pas ça le rôle du peuple. Le rôle du peuple, le peuple est le peuple, parce que il faut dire que même ceux qui dirigent font partie du peuple. Donc le peuple, c'est le fondement, c'est la substance. Et si on considère que le peuple, c'est le fondement, c'est la substance, il faut essayer de voir comment, à travers la formation, on peut préparer ce peuple à mener le combat. Vous ne pouvez pas mener le combat dans le monde tel qu'il est sans le peuple. Surtout que la démographie, vous le savez, est importante dans un tel combat. Donc, du coup, vous ne pouvez que, par la formation, préparer votre peuple à occuper ces espaces. Parce que si le peuple n'est pas préparé à occuper ces espaces, le jour où vous créez une entreprise, quand un jeune crée une entreprise, il emploie 5-10 personnes. Si les 5-10 personnes créent des entreprises, ça permet de gagner des parts de marché, de fabriquer le papier hygiénique, de fabriquer des ballons, de fabriquer des chaussures, de fabriquer des voitures, de fabriquer des avions, de fabriquer des satellites. Mais on peut encore recourir à l'expertise extérieure pour avoir de la formation, pour former des gens, pour mettre en place des entreprises, des machines qui vont permettre cette exploitation-là. Mais il est important et il est nécessaire que ceux qui s'en occupent soient les individus, les nationaux. Alors, je vous relance immédiatement parce que sur cette question d'homme fort que vous avez évoqué, l'un ou l'autre a évoqué, on parle de formation des peuples, enfin d'éducation, ainsi de suite. Là, on remarque également que ceux qui arrivent au pouvoir, quel que soit le pays, donnent parfois, on peut se tromper, l'impression qu'ils inventent un nouveau pays. Ils inventent un nouveau pays avec des manières de faire, ils conçoivent de nouveaux projets. Ils donnent l'impression qu'il n'y a pas une continuité dans la projection globale, nationale. C'est-à-dire que voilà de l'objectif global, voilà où nous allons. Quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, elle va dans ce sens, avec ses méthodes. Alors, vous, quelle est votre perception de cette... Vous posez une question qui est fondamentale. La question est fondamentale. C'est, et peut-être à la suite de Edouard et Claude, il faut se demander comment est-ce qu'on fait pour avoir un projet de société sur un siècle. De sorte que, quel que soit celui qui gagne l'élection, qu'il reste dans le projet de société. L'Afrique doit se dire que dans 50 ans, elle doit coloniser la France. Elle doit occuper les espaces en France. Elle doit vendre le café dans tout Paris. Elle doit être capable de fabriquer le papier hygiénique qu'on vend dans tel pays. Elle doit être capable. Un pays peut se dire cela. Mais ça demande une projection. L'inconvénient de notre démocratie telle qu'elle est structurée, c'est pour ça qu'il ne faut pas être nécessairement contre l'alternance, pour l'alternance politique ou contre l'alternance politique. Tout dépend de du contenu qui y est. Quand vous avez 5 ans au pouvoir, quand vous arrivez, vous vous dites, je dois être réélu. Pour être réélu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des gens en formation pour que telle chose? Vous n'y parviendrez jamais parce que le temps que les 5 ans passent, ils ne seront pas suffisamment formés pour pouvoir gagner le combat que vous voulez mener. Ce n'est pas possible. Donc, la seule possibilité, c'est de créer des structures. Je crois que ça existe en Chine, ils ont une assemblée comme ça qui pense les projets de leur pays. Prenons l'exemple du Cameroun, on peut avoir un conseil économique et social qui pense le projet de la nation sur un siècle, qui divise, qui dit que chaque tous les 10 ans, voici ce qu'on aura réussi à faire, de sorte que ceux qui sont élus ne viennent pas inventer quelque chose, sinon on reste sur du provisoire et sur du fragile. Et c'est comme ça, vous allez voir, quand vous voyez le président chinois, on dit, bon, les Occidentaux disent qu'il a confisqué le pouvoir, qu'il a renouvelé le mandat, mais c'est des projets. Quand il lance le projet des routes de la soie, c'est parce qu'il imagine le Cameroun, ce n'est pas un projet de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. C'est parce qu'il a envisagé la Chine sur 50, sur 200 ans. Et ils voient ensemble que, bon, voilà, pour que nous soyons capables de battre les États-Unis, l'Europe, il faut que nous puissions être capables de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Après lui, celui qui viendra au pouvoir ne viendra pas inventer de nouvelles choses. Il viendra certainement continuer le projet de la route des routes de la soie. Parce que le projet des routes de la soie, ce n'est pas un projet qui vient de son esprit. C'est un projet, c'est un consensus de l'élite chinoise qui veut situer la Chine au sommet des pays du monde. Donc, pour nous, la possibilité fondamentale de réussir à faire cela, c'est de faire des projets sur 50, sur un siècle. Et de se dire dans chaque pays, voilà, nous avons une constitution, mais cette constitution n'est plus
des constitutions, on écrit que le président de la République définit la politique de la nation. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Le projet est pensé avant lui. Quand il arrive, il entre dans un processus qui existe déjà et il doit travailler pour que la nation tout entière se consolide, se greffe pour pouvoir mener le combat. Parce que le combat, c'est un combat majeur qui est un combat dans la relation qu'on a avec les autres pays du monde. Docteur Hugo. Oui. Docteur Hugo, quels sont le débat est ouvert, quels sont les segments ou les domaines d'action sur lesquels l'Afrique peut activer des leviers pour pouvoir atteindre un certain développement et peut-être changer le paradigme des rapports entre elle et ses multiples partenaires? C'est une question qui est très vaste. Je pense que en ce qui concerne l'Afrique, tous les segments en principe doivent être mis en place. Le plus important, non seulement c'est d'identifier ces segments, mais c'est d'avoir des programmes, c'est d'avoir une organisation programmatique, comme il disait tout à l'heure, mais de le faire aussi de façon collective. Vous suivez, parce que aujourd'hui, la plupart des programmes doivent se faire en pensant en termes de génération. Si un pays veut changer de stade de développement, il doit se situer sur 25 ans au moins. C'est-à-dire que si je veux passer de pays moins avancé à pays très avancé, j'ai 25 ans pour le faire. Et donc ça commence sur les petites générations qui vont aujourd'hui à la maternelle, les programmes scolaires. Ça commence par le programme scolaire. Il faut forger une certaine identité nationale aux acteurs, aux enfants qui entrent aujourd'hui à la maternelle. Il faut leur donner une certaine perception du monde. Il faut leur inculquer un certain nombre de valeurs. Il faut leur apprendre une histoire qui est une histoire concrète et qui est une histoire réelle et originale, écrite par les propres personnes concernées par cette histoire. Il faut leur apprendre tous ces éléments-là qui font appel au sentiment national. Ce sont des éléments fondamentaux. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord investir sur les individus. Parce que c'est la qualité des individus qui vous permet d'avoir aussi la qualité des institutions. Et c'est la qualité des individus et des institutions qui vous permettront donc après de forger une idéologie. On évolue sur la base d'une idéologie, sur la base axiologique, c'est-à-dire des valeurs. La Chine, c'est le confucianisme. L'Occident, ce sont ses valeurs qu'elle nous prône, démocratie et tout le reste. Et son instrument, c'est les droits de l'homme. L'Afrique aussi doit créer ses propres instruments, doit aussi créer son propre référentiel axiologique à partir duquel il forme donc des hommes, il investit sur ses individus, sur ses institutions et puis sur ses idéologies. Toi, Hugo, on a vu cette question. Peut-être que je vais susciter un peu de remous, mais je pense que moi, à la lecture des travaux antérieurs, ce que moi je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en Afrique, si il n'y a pas d'alternance, si on ne change pas les hommes tout le temps, on a l'impression d'une gestion patrimoniale des choses. C'est-à-dire que vous avez beau mettre un instrument programmatique, vous voyez bien qu'on essaye, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a des instruments programmatiques autonomes. Je parle d'un instrument programmatique autonome. Ça ne donne pas. C'est les instruments programmatiques des autres, des instruments de Bretton Woods ou ainsi de suite, des PASS et ainsi de suite, ou DSCE, tout ce que vous voulez, qu'on suit. Et on suit pourquoi? Parce qu'on y est contraint. C'est-à-dire qu'on y est contraint. Je vais pas aller jusqu'à être désobligeant pour dire que visiblement, il faut de la contrainte externe pour avoir une action cohérente. On peut mettre un instrument programmatique. Là, je suis d'accord. C'est difficile à contester. Mais après, à côté de cet instrument programmatique, il faut bien faire comprendre aux hommes qui sont là pour apporter leur pied à l'édifice, il faut absolument installer l'alternance. Je suis pour. Parce que je dis que le règne des hommes forts, c'est une catastrophe pour l'Afrique. C'est une catastrophe. Un directeur général, un directeur, un chef de service, quelqu'un qui reste en poste pendant 25 ans, moi je ne suis pas sûr que ça. Ce que ça apporte, c'est simplement que quelqu'un atteigne la stagnation, quelqu'un soit improductif, quelqu'un estime qu'effectivement il se confond à l'instrument programmatique et il finit par croire que l'instrument programmatique c'est lui. C'est ce que nous vivons tous les jours, il finit par croire que l'instrument programmatique c'est lui. Et là on a un problème.
On a un problème parce que on a mis en place l'instrument programmatique pour donner un certain dynamisme managérial pour faire en sorte que on puisse atteindre les objectifs. Il faut l'alternance parce que celui qui est là, il a une période de travail. Il faut qu'il puisse, à une période donnée, rendre des comptes à ceux qui l'ont mis là ou à ceux qui l'ont nommé. De toute façon, moi, le mode d'accession m'intéresse très peu. Qu'on soit nommé ou qu'on soit élu, il faut qu'il y ait un système de telle sorte qu'il y a un instrument, il y a une boussole, nous sommes d'accord, mais il faut des agences ou des instances pour pouvoir contrôler ce que cette personne fait. Et ces instances-là doivent avoir un minimum d'indépendance pour pouvoir, en cas de malversation ou en cas de résultats insuffisants, pouvoir rappeler à l'ordre la personne qui est là pour la période où il est là. Pour la période où cette personne est là, pardon. Et ça fait en sorte que nous tous, nous allons intégrer dans nos esprits en Afrique que nous sommes là pour servir, que nous sommes moins importants que la cause que nous avons. Je ne veux pas stigmatiser les pays particuliers, mais je crois que ce petit modèle que nous donnons, si on l'applique, déjà tout le monde va se sentir concerné. Parce qu'effectivement, tout le monde pourra apporter sa contribution. Il faut pour l'Afrique, il faut que tout le monde apprenne que quand on est quelque part, on est là pour un moment. Et il vaut mieux, au lieu de se confondre à le programme et devenir soi-même le programme, apporter sa petite contribution pour laisser une marque parce qu'on sait qu'on va partir. Je pense que c'est la seule chose qui va permettre dans tous les pays africains de comprendre qu'effectivement, voilà, on doit travailler pour ce programme, pour un idéal commun. En définitive, c'est une question de gouvernance, au fond. Il faut peut-être en finir le coup d'État. Il faut peut-être que l'institution soit plus forte que l'individu. C'est ça Parce que l'institution, c'est l'addition des idées de tout le monde qu'on met dans une fois qu'on a additionné les idées de tout le monde, qu'on met dans une structure, les structures deviennent nécessairement plus fortes que... C'est le résultat du contrat social. Et c'est le résultat du contrat social. Et du coup, l'individu doit se plier à l'institution, il doit considérer, savoir qu'il est remplaçable à tout moment. Et pour montrer à l'individu qu'il est remplaçable et qu'il n'est qu'un instrument, il faut imposer, comme on nous impose les règles de Bretton Woods, il faut imposer, j'ai dit, l'alternance, non seulement au niveau politique, mais au niveau administratif, j'insiste. Parce que l'administration, c'est le bras armé du management de l'État. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, le bon management, la gouvernance, il y a eu un slogan qui est venu dans les années 90, la gouvernance. On en a fait un pamphlet, en vidant cela de la substance. On en a fait un objet politique. Or, la gouvernance est essentiellement managériale et s'adosse à l'administration, la business administration. Or, justement, pour que ce politique-là donne sa pleine mesure, il faut que dans l'administration, j'ai dit du chef de service. Là, je suis vraiment très clair dans ce que j'ai dit. Du chef de service jusqu'au directeur général, il faut qu'on installe la logique de l'alternance, du mouvement. Et pour que l'administration donne sa pleine mesure. Pour ajouter peut-être qu'il faut que de plus en plus que les hommes qui nous gouvernent prennent conscience de ce que c'est que l'histoire. Que l'histoire est le dernier témoin. Que c'est à partir de l'histoire qu'une gestion mal faite, l'histoire la raconte comme une gestion mal faite, en collant notre nom à la gestion qui a été mal faite. Et qu'une gestion bien faite, l'histoire retienne que c'est une gestion, que ça a été une gestion bien faite et que l'histoire est notre témoin majeur. Il faut que nos hommes politiques le retiennent. Que chacun de nous, quel que soit le petit pouvoir qu'on tient, soit conscient de ce que, après lui, l'histoire dit quelque chose de lui. On ne dit pas que ça va annuler les déviances. Nous ne sommes pas en train de dire qu'en mettant cela en place, en mettant l'alternance, il n'y aura pas de... Nous sommes des êtres humains. Même dans les régimes les plus démocratiques, il y a toujours des soubresauts. Mais il faut avoir une méthodologie qui permet quand même de les amenuiser. Le problème en Afrique, c'est qu'il y a énormément... C'est pour ça qu'on parle d'État failli, d'État rhizomique et tout cela. Parce que là, en termes de proportion, c'est vraiment énorme. Il faut que cette proportion-là revienne à un niveau marginal. Voilà, c'est ça que nous disons. Alors, docteur Yogo, pour conclure, le temps nous tient à la gauche, effectivement, sur cette question, sur tout ce qui a été dit. Donc, on retient que c'est la
les questions de gouvernance qui sont au cœur du rapport des coups d'État et la gestion de nos États? Oui, je dirais que pour conclure, c'est la principale question est d'interroger le mode de gouvernance. La principale chose à faire, c'est de gouverner convenablement. C'est de gouverner en respectant les règles de la démocratie à partir du moment où nous avons érigé la République comme d'autres modèles d'organisation sociale. C'est un référentiel qu'on ne peut plus détourner. À moins de faire comme Kadhafi et de créer sa propre forme d'organisation sociale, qui était la Jamaria, vous changez les règles. Mais si vous voulez rester dans les règles de ce qui est appelé la République, il faut respecter les règles de cette République. La chose de tous. Voilà, la chose partagée, la chose de tout le monde. Et donc, en partageant cette chose-là, il faut donc démocratiser le mode de gouvernance. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À bientôt sur Africa TV.